Bouleversant interprété par la jeune Elsa Ivar, l'histoire de la petite Stella est inspirée de faits réels. Elle est malheureusement loin d'être un cas isolé. On estime qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses proches. 50 000 au moins sont victimes de violences et de mauvais traitements dans le huis clos familial. Pour eux, impossible de sortir de l'enfer sans la main tendue d'un adulte. Alors quels sont les signaux qui doivent alerter les professionnels de l'enfance, mais aussi chacun d'entre nous? Comment mieux protéger les victimes et améliorer le fonctionnement des différentes institutions, les services sociaux, la police, la justice? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités et je vous les présente. Adrien Taquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Vous nous dévoilerez sur ce plateau les grandes mesures que vous allez y prendre pour améliorer justement cette protection de l'enfance. Martine Brousse, à vos côtés, bonsoir. Merci beaucoup. La défense des enfants, la protection des enfants, c'est votre combat depuis 40 ans. Vous êtes présidente de La Voix de l'Enfant et vous avez écrit ce livre avec Carole Bouquet, « Occupons-nous de ceux qui ne nous regardent pas ». Vous nous direz justement en quoi tout le monde est concerné finalement. Chantal Capdeville, bonsoir. Vous êtes gendarme, adjudante à la brigade de prévention de la délinquance juvénile à Perpignan. Vous avez été formée pour recueillir justement la parole des enfants. On va voir que c'est une étape très importante dans une enquête. Valérie Gall, bonsoir. Vous aussi, vous travaillez avec des gendarmes, hein, puisque vous êtes psychologue, coordinatrice de l'antenne médico-judiciaire pédiatrique d'Évreux. Vous nous expliquerez comment on interprète justement les gestes et pas seulement les mots, et ça c'est très important. Laurence Brunet, alors bonsoir. Votre histoire nous a beaucoup ému, signalement. Vous expliquez comment pendant des années vous avez sauvé votre nièce Karine, qu'on voit la toute petite, de la maltraitance de ses parents. Vous avez mis beaucoup de temps pour la sortir de là. C'est un combat aujourd'hui que vous menez aussi pour d'autres enfants. Et puis, je me tourne vers vous, Thierry Beccaro. Les téléspectateurs de France Télévisions vous connaissent bien. Ils vous ont découvert sous un autre jour, il y a un peu plus d'1 an, puisque vous avez écrit ce livre « Je suis née à 17 ans ». Et là, on apprend que vous avez un lourd secret, que vous avez gardé des décennies en vous. Vous avez été maltraité pendant une bonne partie de votre jeunesse par un papa qui était alcoolique et qui parfois et souvent vous battait. J'imagine que le film, l'histoire de Marina, Stella dans le film, ça vous a replongé dans votre enfance. Ouais, je peux pas le cacher. Hein, certains passages du film m'ont fait frissonner, quoi. Je retrouvais à travers le visage de cette petite fille ce que j'ai pu être. Et la petite Stella, elle est bien courageuse. Et il y a une dignité, souvent, chez les enfants qui sont maltraités ou qui sont en souffrance. Parce que, je vais le dire tout de suite, d'emblée, quoi. Un enfant, ça dénonce pas ses parents. Un enfant, ça protège ses parents. Un enfant, ça aime ses parents. On le voit dans le film. Moi, si j'avais pu rentrer dans l'écran, je serais rentré dans l'écran pour dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi, mais quand est-ce qu'on va y arriver, mais vous voyez bien que vous voyez ce que font tous les personnages du film. J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu. Ça a commencé à quel âge, Thierry? Vous vous souvenez de cette première fois avec votre papa? Je pense que si je me souviens pas de l'âge, je me souviens de toute cette période. Ce dont on se souvient, c'est de l'incompréhension. On sait que on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors c'est pas tous les jours forcément, hein, parce que mon père, je le dis dans le livre, était un mec formidable. Vous le dites souvent, un papa formidable. Ah ouais. Et pourtant il y a certains soirs, voilà. Il se passait. Il était rattrapé par ses démons, la jalousie vis-à-vis d'une maman très jolie qui travaillait avec des hommes, un passé difficile. Un passé de rital, donc c'était compliqué, une envie de réussir socialement, enfin tout ça a été... Mais pour résumer ce qu'on voit là, ce qu'on a vu dans le film, et ce que vivent tous les petits bouts de chou et tous ceux qui sont en souffrance, c'est que moi j'avais pas la structure psychologique pour comprendre ce qui m'arrivait. Et qui peut l'avoir à 7 ans, Thierry? Ben, y a pas d'enfant
peut avoir la structure psychologique pour comprendre. Qu'est-ce qu'il imagine, l'enfant? C'est qu'il a fait une bêtise. C'est ce que vous pensiez quand votre papa vous battait? Oui, parce que moi, mon papa, quand il était quand il était un autre, quand il était Mr. Hyde, je me prenais des raclées sans comprendre pourquoi. Et puis après, il venait m'embrasser dans mon lit pour me dire qu'il m'aimait. Donc je me disais, s'il m'a dit qu'il m'aimait, c'est que ça va, j'ai rien fait de mal, quoi. Et voilà, pourtant, les coups pouvaient revenir 2 jours après sans vous... Vous les sentiez venir, ce moment où votre papa allait porter la main sur vous? À partir de ce moment-là, va s'instaurer ce qui va durer toute la vie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça va durer toute la vie. C'est la peur. La peur, parce que vous ne savez pas quand ça va tomber. Et puis petit à petit, vous allez vivre avec ça. Et puis vous allez avoir peur de ceci, peur de cela. Aujourd'hui encore, Thierry ? Un enfant maltraité, ça vous fait un adulte en difficulté, qui a du mal à marcher, qui a du mal. C'est un adulte qui va boiter. Alors il va faire ce qu'il faut, comme je l'ai fait. Vous vous rendez compte que... Personne ne pouvait se douter, Thierry, parce qu'on vous voit depuis des années à la télévision avec le sourire, avec de l'entrain, même presque à aider, à donner de la joie aux autres. Et pourtant, vous êtes cassé de l'intérieur. Ça, je l'ai voulu parce que justement, il y a eu des mains tendues qui m'ont permis d'arriver à cette résilience. Et puis, il est poli d'être gay. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a des gens qui souffrent encore plus que moi aujourd'hui, mais moi, j'ai eu peur de ceci, peur de faire Fort Boyard, peur de prendre l'avion, peur de pas y arriver, etc., etc. Voilà, ça fait. Voilà ce que ça fait, la maltraitance. Mais revenons à cette enfance. Vous dites, finalement, il y avait une triple peine. Non seulement il y avait la violence physique, il y avait la violence psychologique. Ouais. Mon fils, je t'aime, puis demain, je vais te frapper. Et la troisième peine, dites-vous, c'est ce silence, l'omerta. Personne ne savait, dans cette famille, personne, votre maman. Elle ne s'en doutait pas? Non, je crois qu'elle était absente à ce moment-là. Elle avait des vacations qui faisaient que le soir, elle travaillait, donc on se retrouvait avec ma sœur et mon père, donc dans un état plus ou moins d'ébriété. Donc, ce qui était terrible, voilà, c'est ça, c'est de pas savoir quand ça allait tomber, quoi. Donc, quand vous savez pas quand ça va tomber, vous avez peur tous les jours, quoi. Et vous avez eu peur de mourir un soir, en étant tout seul avec votre père? Je crois que c'est du jour le jour. Vous voyez, je vais inverser. On vit au jour le jour. On espère que ça va s'améliorer. Alors, une fois, on tombe dans les pommes parce que on n'est pas bien. Alors, le docteur qui vient voir ma mère et va lui dire discrètement. Je crois qu'il a l'impression qu'on l'aime pas. Il parle de vous, là, le médecin. Ouais. Alors ma mère m'a dit, mais tu penses qu'on t'aime pas? Alors on ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Moi, je sais pas. Alors je vais me réfugier à l'école. Hein. Ça, on le voit. Hein. On le voit dans le film. Ouais. C'était un refuge, l'école, comme pour Stella. C'est pas là que je suis le plus heureux, parce que à l'école, je vais apporter un petit côté un peu plus humoristique à cette histoire un peu triste. Mais moi, j'étais coincé, moi. Il fallait que je ramène des bonnes notes à la maison. Sinon, vous faisiez battre par votre père. Sinon, ça allait chauffer. Mais à l'école, il fallait pas que j'ai de trop bonnes notes pour pas passer pour un faillot. Donc, vous imaginez la double peine. Et heureusement, mais il y a quand même des belles choses dans cette histoire. Il y a aussi des petits moments formidables dans le film pour cette petite. Quand même. Moi, j'ai eu un protecteur à l'école. Il avait vécu la même chose que moi, sauf que lui, il avait le cuir tanné, pas le mien. Donc il avait mué. Et vous avez pu lui dire, c'est un ami? C'est ça que vous rencontrez? Il s'appelle Zetoun. Ouais, Zetoun. Et Zetoun, je l'ai jamais retrouvé. Et il venait me voir, il me disait, si jamais on t'embête, tu viens me voir. Et là, de temps en temps, j'allais voir Zetoun. C'était le protecteur. Il y a les trois là qui m'embêtaient. Et alors là, quand il arrivait, je peux vous assurer que... Mais, tout ça, pour résumer, c'est beaucoup de solitude. Ouais. C'est beaucoup d'enfermement. C'est l'envie de s'évader. C'est de se réfugier dans la musique, dans la poésie, et c'est beaucoup d'incompréhension.
À 17 ans, vous dites, je suis née à 17 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, j'assiste à une scène qui est une scène d'une tristesse violente ou d'une violence triste. C'est que là, je vais pour passer mon bac et puis mon père rentre. Alors il a pris une petite pastille de menthe. Parce que souvent... C'était le signe qu'il avait bu. Les gens qui boivent pensent qu'en prenant une petite pastille de menthe, ça va cacher le fait qu'ils ont un petit peu abusé de l'alcool. Et ce soir-là, j'ai compris qu'il n'était pas dans son état normal. Mais je vais me coucher, j'ai mon bac là, il faut que je prépare. Et j'entends une cavalcade dans l'appartement. Et je sors de mon lit, j'ouvre la porte comme ça. Je vois mon père qui tient ma mère en joue avec un fusil, quoi. C'est une scène, voilà, on se dit pas qu'un jour on vivra ça dans sa vie, quoi. Donc c'est l'état de sidération. J'ai juste le temps de lui dire, papa, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il baisse le fusil, évidemment. Et puis s'ensuit une scène où je vais être assis comme ici, et puis je vais devoir écouter ce qu'il a à dire, qui est certainement des vérités, beaucoup de malheurs, Mais ce soir-là, là, je meurs. Je suis mort. Dans ma tête, il n'y a plus de mots. Il y a plus de... C'est le chaos total. C'est ça qu'il faut bien comprendre pour toutes celles et tous ceux qui vivent ce genre de situation. C'est qu'à un moment donné, donc le bac, je l'ai pas eu. Quand vous dites « je meurs », c'est quoi ce que vous voulez dire là? Votre vie s'arrête. Votre vie s'arrête parce que ça n'est pas dissible, ça n'est pas envisageable. Je suis pas arrivé sur la planète en me disant qu'un jour je vivrai une situation pareille. Et pourtant vous êtes reconstruit pendant des années sans rien dire, avec ce sac à dos qui était très lourd. Grâce à mon père. Grâce à mon père. C'est ça le paradoxe. C'est votre père qui vous a permis de rentrer à Radio France, puis de vous faire goûter à ce métier qui vous a tant apporté. Et c'est à partir de là que je vais renaître, mais comme vous le dites formidablement bien, ce sac à dos, il est sur mes épaules, toujours. Il est plus léger, mais il est sur les épaules. Et c'est à ça qu'on doit arriver dans ce débat. C'est grâce à toutes celles et à tous ceux qui sont présents ce soir. Voilà. Mais on va peut-être pas faire déborder le vase, mais si on peut rajouter une goutte d'eau à chaque fois, le remplir de plus en plus pour que tout ça. Et c'est vrai que votre livre, vous avez eu beaucoup de retours du public qui vous a dit mais moi aussi j'ai vécu ça, et malheureusement Martine Brousse. Beaucoup d'enfants aujourd'hui encore vivent vivent ce que Thierry a vécu pendant sa jeunesse. Et vous nous dites, dans ce livre, occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas. Vous adressez à qui là avec ce livre? C'est moi, c'est les citoyens que nous sommes, ce sont les professionnels? À chacun de nous, à l'ensemble des professionnels, aux responsables politiques. Je pense que nous sommes tous responsables des enfants qui nous entourent. Il est important, et ce que nous avons voulu écrire avec Carole Bouquet, qui est notre porte-parole, c'est de se dire que très souvent, parce que nous ne savons pas nous mettre à la hauteur d'un enfant, nous passons à côté. Très souvent, dans la plupart de ces situations, et nous le voyons bien à la Voix de l'enfant, puisque nous sommes partie civile dans plus de 60 dossiers aujourd'hui, nous l'avons été dans l'affaire Marina, que très souvent, et Thierry l'a bien rappelé, il a envoyé des signes à l'extérieur. Il a, à sa façon, entre ce tiraillement de ne pas être trop bon et de bon en même temps, et de tout ce qu'il y avait, et personne n'a su voir. Et donc, ce livre, il n'est pas question de culpabiliser, surtout pas. Au contraire, de dire qu'on est tous acteurs de cette alerte collective. On peut tous être acteurs de cette alerte. Ouais. On peut tous apporter une information qui va permettre, il y a un numéro vert qui s'appelle le 119, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au bout du fil, il y a des personnes qui sont formées à cette écoute et qui vont permettre
de faire circuler cette information jusqu'aux personnes compétentes pour sauver des enfants. Alors effectivement, le 119, c'est un numéro qu'on va marteler tout au long de cette soirée et aussi pour l'anniversaire du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Adrien Taquet, vous êtes là justement ce soir pour nous annoncer des mesures pour mieux protéger les enfants et notamment sur ce 119 qui doit être quelque part notre premier réflexe quand on a des doutes. Absolument. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, je rejoins totalement Martine Brousse. Effectivement, la responsabilité des décideurs politiques dont je fais partie, qui doivent adopter les mesures législatives, faire en sorte que la loi soit appliquée. Et c'est ce que nous nous évertuons à faire, ce que je fais depuis ma nomination. Et effectivement, j'annoncerai un certain nombre de mesures de lutte contre les violences contre les enfants demain. Mais aujourd'hui, seul un Français sur 4, face à une suspicion de violence sur un enfant, vous savez, ces cris qu'on entend le soir de l'autre côté du mur, va effectivement appeler le 119 ou la police ou la gendarmerie. Est-ce qu'on sait pourquoi finalement on n'a pas ce réflexe? Parce qu'on se dit qu'on n'a pas apporté cette responsabilité-là, que c'est peut-être de la délation, qu'on peut mettre à bas une famille. Moi, je suis de poursuite éventuellement, s'agissant des professionnels, on y reviendra. Moi, je suis très clair là-dessus. Au regard de la situation des enfants dans notre pays aujourd'hui, et on pourra revenir sur les chiffres, vous en avez donné quelques-uns, dans le moindre doute, il faut appeler. La responsabilité ne pèse pas sur vous, elle pèsera, Martine Brousse l'a dit, sur des professionnels qui sont formés pour écouter, pour entendre la parole de l'enfant, pour pouvoir déceler les responsabilités qui sont derrière. Donc, pas d'hésitation, on appelle le 119. Alors, appeler le 119, c'est bien. Aujourd'hui, et je vais venir à votre question, quand on appelle le 119, 2 fois sur 3, on vous demande de rappeler plus tard. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pour répondre à la demande. Alors, quand il y a une situation d'urgence ou que c'est un enfant qui appelle, c'est traité évidemment immédiatement. Mais dans 2 cas sur 3, on vous demande de rappeler plus tard. Demain, ce n'est pas admissible. C'est la raison pour laquelle une des premières mesures que nous avons annoncées, c'est effectivement d'investir davantage, de donner plus de moyens au 119. L'État va rajouter 200 000 euros et les départements 200 000 euros supplémentaires, ce qui permettra d'avoir 5 écoutants supplémentaires, ce qui permettra aussi d'accélérer des chantiers numériques, la mise en place d'un chat, la mise en place d'un formulaire en ligne, ce qui permettra aussi d'accélérer l'accessibilité de ce service pour les enfants sourds et malentendants. Ce n'est pas accessible aujourd'hui. Ce qui permettra aussi de travailler tout le travail qui est fait par le 119 avec les fameuses cellules de recueil d'informations préoccupantes qui traitent ces informations. Voilà, donc ça semble être du bon sens. Mais c'était absolument nécessaire. Que ce soit un réflexe pour nous tous. Absolument. Alors, justement, mais qu'est-ce qui doit nous alerter? Parce que, sincèrement, on n'est pas forcément, nous aussi, très informés sur les signaux. Valérie Gall, qu'est-ce qui doit nous alerter dans les petits signes chez un enfant qui pourrait nous faire dire, Thierry parlait, j'étais dans l'enfermement, dans l'isolement, replié sur moi. Comment ça se voit? Comment ça se détecte? Alors les signaux, ce sont des signes de souffrance. C'est un enfant qui peut effectivement être hyper vigilant parce qu'il vit dans la peur, parce qu'il est habitué à vivre dans la peur. C'est un enfant qui va développer des stratégies pour essayer parfois de se faire remarquer aussi, dans une forme d'appel à l'aide. Il y a plein de troubles associés en fait. Des troubles anxio-dépressifs, des troubles du comportement, des troubles cognitifs qui vont donner des troubles de l'apprentissage, par exemple. Martine Brousse, vous vouliez compléter. Il y a aussi, j'imagine, des signaux physiques. Alors, physique, l'école. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, maintenant, l'école va être obligatoire dès la maternelle. Comment expliquer que des parents ne veulent pas qu'un enfant aille à la piscine? Comment expliquer qu'en plein été, des enfants ne veulent pas se déshabiller? C'est ça. Voilà. Comment expliquer que des enfants régulièrement, et travaillons étroitement avec Valérie Gall, sur justement la détection et le comportement de ces enfants, cette agitation, alors que jusqu'alors on avait un enfant relativement serein et adapté à la vie sociale, et qui tout d'un coup se replie complètement, soit au contraire devient d'une agitation et devient aussi agressif vis-à-vis d'autres enfants ou d'un enseignant. Parce qu'il n'est pas rare dans les dossiers que nous avons eu à travailler ensemble, que l'on a pu voir aussi qu'il y a des enfants, mais Thierry l'a bien dit tout à l'heure, qui vont prendre un référent, qui soit un adulte ou un plus grand, pour aller chercher un soutien, une protection, ou aussi pour être agressif, pour montrer que c'est un appel au secours. Donc, soyons attentifs au comportement des enfants et à leur développement. Le décrochage scolaire est aussi un indicateur qui doit nous alerter, Adrien Taquet. Moi, j'avais aussi, je le précise, et on le voit dans le film, une tendresse particulière pour l'instit.
Voilà. Et ça aussi, l'Institut doit y faire attention. Un enfant qui serait quand même très très souvent avec la maîtresse, qui a besoin de... On voit la petite Marina, c'est exactement ça. Elle va chercher l'affection qu'elle n'a pas chez elle. Ce qu'on voit très bien, enfin, malheureusement dans cette affaire, et ce qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'en fait, il y a des gens qui repèrent. Mais en fait, personne n'a la même acception de ce qu'est une situation de danger, ou un risque de danger. Il y a l'éducation nationale d'un côté, avec les maîtresses. Il y a le médecin scolaire, qui lui a une approche sensiblement différente, semble-t-il. Parfois il y a le travailleur social, de la même façon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde ait le même référentiel d'alerte? Ce qu'il faut déjà dire, quand même, c'est que depuis l'affaire Marina, c'est arrivé à Thierry, depuis Karine, c'était au début des années 2000. Marina, c'est entre 2001 et 2009. Il y a des choses qui ont été faites. Le défenseur de droit, à l'époque, s'était emparé de cette situation, a fait un certain nombre de recommandations. Depuis, est passé un décret en 2013 et une loi en 2016 qui a revu un certain nombre de choses. Pour autant, il y a encore à faire, que les choses soient bien claires. Mais très concrètement, a déjà été élaborée une définition de ce que c'était une information préoccupante, pour que tout le monde partage la même chose. Eh bien, nous allons plus loin. Nous avons demandé à la Haute Autorité de Santé l'année dernière de travailler sur un référentiel unique national sur ce que sont les situations de danger ou les situations à risque. Et ça serait donné à qui? Aux instituteurs, à la médecine scolaire? À l'ensemble des professionnels. Ça fait référence pour l'ensemble des professionnels qui interviennent, pour qu'ils les partagent. Vous savez, quand on c'est déjà effectif, ce référentiel? Il est en cours, il sera, la Haute Autorité de Santé y travaille, et ça sera au premier semestre 2020 qu'il sera révélé. Par ailleurs, ce que nous allons annoncer, ce que je vais annoncer aussi demain, c'est la mise en place de formations communes. Vous avez autour des enfants l'éducation nationale, vous avez des travailleurs sociaux, vous avez des juges, vous avez les forces de l'ordre. Ce qui est important, c'est de développer une culture commune. L'enfant ne peut pas, en fonction de la personne qui est en face de lui, avoir une acception différente de la situation qui est la sienne. C'est à nous de nous organiser autour de l'enfant. Voilà, il faut qu'on remette l'enfant au centre. C'est une des choses que nous allons dès la rentrée 2020. Donc mieux travailler ensemble, mieux former. Partager une culture commune, faire des formations communes entre tous ces professionnels pour qu'on ait tous la même appréhension de l'enfant et des risques qu'il peut subir. Alors quand on signale au 119, qu'est-ce qui se passe derrière, Martine Brousse? Selon l'information qui est transmise, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est ce travail de qualité des écoutants. Ce sont des psychologues? Ce sont des psychologues, ce sont des travailleurs sociaux, ce sont des personnes formées, et formées aussi au recueil de la parole de l'enfant. Et de la parole de l'information. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand nous nous y sommes rendus avec le ministre, le ministre s'est rendu à 2 reprises au 119, d'une part en double écoute, en pré-accueil, et on a vu à quel point les écoutants, c'est comme un écheveau. Il faut y aller tout doucement. Il faut mettre la personne qui est au bout du fil. Quand c'est un enfant, c'est véritablement la priorité pour les écoutants. Et quand c'est une personne adulte, on va tirer doucement cet écheveau pour avoir l'ensemble des éléments. À partir de l'information qui est donnée, soit il y a une extrême urgence, et de ce fait, à ce moment-là, la personne en charge de ce moment le cadre va appeler immédiatement les instances des forces de l'ordre pour une intervention immédiate. Pour retirer l'enfant. Voir sur place ce qui se passe et retirer l'enfant. Et sinon, l'information sera transmise comme le rappelait le ministre, à la cellule d'information préoccupante du département. Parce que les appels arrivent de la France entière. Donc, ce qui est important après, c'est d'apporter une réponse de proximité. Et donc, ces cellules, ces CRIP, comme on les appelle, donc sont saisis immédiatement et au regard de l'importance vont évaluer la situation de l'information. Ce qu'il faut redire vraiment aux téléspectateurs ce soir, c'est que ce n'est ni de la délation, ni de la dénonciation. C'est vraiment apporter assistance à enfants en danger et parfois même, il vaut mieux se tromper. Aujourd'hui, et on le voit bien avec les collègues gendarmes ou policiers, ils n'arrivent plus comme dans le temps avec les gyrophares pour arrêter les personnes. Ils le font avec délicatesse parce qu'on part d'abord de l'enfant. D'accord, c'est de dire, moindre doute, appelez le 119, il y aura des professionnels qui prendront le relais et qui évalueront une situation de plus ou moins dangerosité et s'il y a urgence à retirer l'enfant de sa famille. On va parler de votre histoire, Laurence Brunet, parce qu'elle nous a beaucoup émus. Signalement, vous raconter comment vous avez sorti votre nièce de la maltraitance de ses parents. Elle a aujourd'hui 22 ans, elle va bien, on l'écoutera tout à l'heure. Quel a été le premier signe que vous avez détecté? Vous dites, là, Karine, il se passe quelque chose et elle est en danger. C'était avant qu'elle naisse, c'était pendant la grossesse de ma belle-sœur.
Elle était détachée de son, excusez-moi de dire ça, mais de son ventre en fait. Elle avait son ventre qui grossissait, mais c'est comme si le ventre ne lui appartenait pas. Et quand on lui disait, c'est un moment heureux, une naissance, on lui disait, est-ce que tu as tout préparé? Est-ce que, non. Et je lui dis, t'es pas impatiente qu'elle arrive, parce qu'on savait que c'était une petite fille? Non, elle est bien là. Et là, moi, tous mes signaux se sont allumés parce que j'ai rarement vu des mamans pas heureuses d'accoucher. Ça peut exister, oui, enfin, je me tourne vers vous, ça peut exister qu'il y a un décalage et que... Oui, mais il faut voilà. si vous me permettez, repérer Vous savez, dans l'histoire de Marina, c'est pas évoqué dans le film, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la maman de Marina accouche de Marina sous le secret. Puis, comme la loi le permet, elle se rétracte au bout d'un mois et décide finalement d'élever cet enfant. À l'époque, quand il y avait ce genre de situation, il n'y avait pas du tout d'accompagnement de la mère. Alors qu'on sent bien qu'il y a une situation qui est complexe de départ. Aujourd'hui, depuis, il y a une obligation d'accompagnement minimum pour 3 mois, à la fois éducatif, social, psychologique et médical. Et là, ça n'a pas été le cas, en tout cas. J'avais appelé la SAFA d'Arène qui les a convoqués, mais qui n'a rien trouvé de perturbant. Et ma belle-sœur, en fait, a menti, puisqu'elle avait bien dit qu'elle avait perdu un enfant, mais qu'il était décédé du cœur. En fait, vous avez appris plus tard qu'elle l'avait elle-même tué, ce premier enfant, dont personne ne connaissait d'ailleurs l'existence avant. Et ensuite, à la maternité, le personnel de la maternité s'est beaucoup inquiété parce qu'elle ne s'occupait pas de sa petite fille, elle ne lui donnait pas le biberon. Et quand moi, je suis rentrée dans la chambre, le berceau était à l'opposé du lit de la maman, toute seule dans un coin. Et ce qui m'avait beaucoup choquée, c'est que Karine ne pleurait pas. Et un bébé qui pleure pas, vous voyez, elle geignait, mais ne pleurait pas. Et c'était un signe pour moi, avant-coureur. Vous avez eu beaucoup de signaux détresse. de détresse et à un moment donné, une certitude. Elle intervient quand? J'avais Karine dans les bras, elle avait 8 jours et que ma belle-sœur me dit, je lui dis, tu la prends pas, tu veux pas lui donner de biberon? Elle me dit non, je vais la tuer comme j'ai tué l'autre. Et je dis, l'autre? Quel autre? Et elle me dit, l'autre, je l'ai tué de 180 coups de couteau. Ah là, vous vous dites... c'est fini. Pour moi, ça y est, c'était là, ce moment-là, précis. J'ai cru que j'allais partir, d'ailleurs, avec Karine, parce que je voulais l'enlever. Et puis, je me suis retenue parce que je me suis dit, non, je vais avoir la police derrière moi. Je l'ai pas fait, mais j'ai signalé tout de suite. Et la réponse des services sociaux, c'est 1 mois après, tout va bien, on travaille pour le meilleur avec la maman. Parce que la maman avait travaillé pour le crime qu'elle avait connu et cet infanticide. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison. À 8 ans de prison. Et on m'a répondu qu'elle avait le droit à une 2e chance. On va écouter Karine qui a 22 ans, qui va bien aujourd'hui. Elle est travailleuse sociale. Elle va bien, elle s'est reconstruite parce que finalement, elle a pu retrouver un foyer, parce qu'elle a été vôtre, mais ça a duré 12 ans. Et elle raconte à Laurence Naon et Julien Ababsa, bien finalement, ce qu'elle a traversé. Ces mots sont crus. Écoutez. Si vous deviez définir jusqu'à l'âge de 12 ans, vous avez vécu quoi? L'enfer. Les souvenirs que je me souviens, ça a toujours été quand on m'insultait à longueur de journée. Je passais mon temps dehors, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il me pleuve ou non. Et les coups que je subissais à longueur de journée. Je peux dire que c'était comme si j'existais pas, puisque personne était là pour moi, était là pour me protéger, alors que normalement des parents sont là pour protéger leur enfant, pour s'occuper de leur enfant. Et là, à aucun moment, ils étaient dans cette démarche-là. J'étais plutôt un poids pour eux. J'aurais jamais dû rester et être avec eux. Franchement, j'étais à bout de tout et je sais que si je serais restée encore quelques années chez eux, je serais sûrement morte aujourd'hui. Ça, j'en suis sûre. Témoignage terrible, comme si je n'existais pas. Ça a duré 12 ans, Laurence, avant que finalement elle puisse venir habiter chez vous, qu'elle soit retirée de ses parents. Il y a eu combien de signalements? 13. 13, pas seulement de vous. Ah non. Ce serait plus simple si ça avait été que de moi, parce que voilà. Mais non, il y a eu des voisins qui étaient particulièrement inquiets, puisqu'elle avait des gestes extrêmement sexualisés avec les enfants. Il y a d'ailleurs eu une autre procédure pour viol avec des jeunes du quartier. Parce qu'il faut savoir que ses parents abritaient un ami pédophile, qui était lui-même pédophile et qui abusait de Karine. Et tout le monde savait qu'il vivait là. C'est ça qui est terrible. Comment vous expliquez que c'est duré aussi longtemps avec autant de signalements?
Vous avez compris avec du recul ce qui s'est passé? Aujourd'hui, oui, je comprends que ça a dysfonctionné partout. Je suis désolée de le dire, mais partout. Ouais. Je sais que tout le monde ne veut pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même. Il y a eu de mauvais magistrats. Vous êtes libre de dire votre expérience. Non, mais je veux dire parce il y a eu de mauvais magistrats, il y a eu de mauvais travailleurs sociaux à un moment donné. Et quand vous avez il y a des très bons juges. La majorité sont des bons juges. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, parfois, il y a des mauvais magistrats. C'est comme ça. Et quand vous tombez sur un mauvais magistrat, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, l'enfant ne sera pas protégé. Soit parce qu'il est mal formé, soit parce que lui-même, il a son intime, qu'il n'est pas très en règle avec son intime conviction. Et il serait mieux juge civil que juge des enfants. Voilà. Mais il n'y a pas de garde-fou, il n'y a qu'un magistrat qui va décider si cet enfant est en danger ou pas. Il n'y a pas d'autres garde-fous? Le garde-fou pour aujourd'hui et demain, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est ce que Adrien Taquet aussi va porter dans les jours et semaines à venir, c'est ce travail pluridisciplinaire. Ce n'est plus acceptable que des magistrats, face à de telles situations, prennent des décisions seuls. Il faut croiser, je vois tout le travail que nous faisons avec Valérie Gall, les pédiatres, les pédopsychiatres et ce travail avec les enquêteurs, à partir du moment où ils travaillent ensemble, ils apportent chacun leur part de vérité, qui va tendre vers la vérité et vers une réponse adaptée pour l'enfant. Vous dites que c'est dangereux qu'un seul magistrat ait le pouvoir ou pas de retirer un enfant. Un seul professionnel. De la même façon, depuis l'affaire Marina, depuis l'affaire de Karine, il ne serait plus possible, comme on le voit dans le film, qu'une seule professionnelle travailleur social de l'aide sociale à l'enfance aille faire une visite comme ça dans la famille et puis établisse un rapport seul sur lequel... Vous êtes en train de me dire que l'histoire de Karine, l'histoire de Marina, elle pourrait plus se passer aujourd'hui? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que d'ores et déjà, il y a une approche pluridisciplinaire qui a été faite. Que par ailleurs, le mois dernier, à l'occasion de l'annonce de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, avec Nicole Belloubet, nous avons annoncé que pour les situations les plus complexes, peut-être que c'était une situation qui sautait aux yeux à l'époque, enfin en tout cas pour un certain nombre de situations les plus compliquées, les juges pourront siéger à deux, justement, pour ne pas être là aussi isolés, seuls face à des situations. Et puis par rapport à cette époque-là, je pense qu'il y a aussi, c'est un élément un peu plus, contexte un peu plus général. Il est vrai qu'en France, pendant de nombreuses années, on a privilégié le maintien du lien biologique à tout prix. Et qu'on a laissé des enfants auprès de parents toxiques, alors que ça ne correspondait pas à leur intérêt. Ça change ça aujourd'hui ? Alors, ça a changé dans les textes. La loi de 2007, de 2016, d'ores et déjà, ont remis le curseur, me semble-t-il, au bon endroit. Et c'est maintenant l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit présider à toute décision. Ensuite, c'est la loi. Ensuite, vous avez les pratiques professionnelles. Et il est vrai qu'il y a encore un effort à insuffler dans les pratiques professionnelles. Nous devons être vigilants et il faut en permanence, ça passe par la formation continue, ça passe par la formation initiale des futurs travailleurs sociaux, juges, forces de l'ordre, que tout le monde partage bien cette culture-là. Il y a encore du travail à faire. Je vais faire une petite marche arrière pour revenir à ce qu'on voit dans le film. C'est tout simplement la difficulté à appréhender. Moi, si j'avais pu encore une fois rentrer dans l'écran pour dire mais c'est pas possible quoi. Chacun voit qu'il y a des traces, suspectes, mais personne n'arrive à se rencontrer. Il y a un vrai problème. Alors, pour Karine, c'était pas ça. Tout le monde se rencontrait. C'est bien là le problème. Mais finalement, ça ne fait pas des... Non, parce que personne ne voulait voir que les parents étaient maltraitants et qu'elle subissait le pire. Karine a eu... Mais là, on vit la même chose. Au moment du procès d'assises, le responsable de la protection de l'enfance est venu le dire, et il avait raison de le dire. Les moyens qui ont été mis en place pour protéger Karine étaient énormes, vraisemblablement comme peu d'enfants l'avaient. Le problème, c'est que les travailleuses familiales, les TISF qu'on appelle, qui vont dans les domiciles, au bout d'une semaine, avaient dit cette petite fille doit être placée. Et pourtant, ça s'est pas. Pendant 11 ans, elle est restée dans la famille parce que l'appréhension des travailleurs sociaux était qu'il fallait la maintenir. Oui. Et ça, c'est dramatique. Oui, tout à fait. Et ce qui est terrible, là, on a une affaire qui va être jugée prochainement dans la région de Bourges. Les frères aînés placés. Le juge des enfants, au mois d'octobre, décide d'un placement de la petite sœur parce que réalise qu'elle est en danger. Elle n'est pas placée parce qu'il y a soi-disant des obstacles. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas rentrer. À ce moment-là, on fait appel aux forces de l'ordre. Mais tout ça n'a pas été fait. Et en janvier, la mère et le compagnon tuent cette petite fille. Enfin, c'est il y a 2 ans, c'est aujourd'hui, c'est la semaine dernière, il y a eu 3 morts d'enfants. Ce n'est plus acceptable. Et la politique de Yann Taquet et du gouvernement
voilà, il va falloir qu'on la porte tous ensemble. Il y aura encore des manques, il y aura encore, mais ce qui va être proposé, il faut qu'on le porte ensemble. Alors, il y a quand même quelque chose qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on travaille entre une psy et vous, gendarme Chantal Capdeville. Vous travaillez ensemble dans des unités qui existent. Il y en a une 60aine aujourd'hui où on recueille la parole de l'enfant quand on a des soupçons qu'une enquête est ouverte. Et ça, c'est un élément capital. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant en a des doutes, une enquête est ouverte? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors nous, on va être saisis, la brigade de prévention de la délinquance juvénile, nous allons être saisis lorsqu'il y a une enquête en cours. Et les militaires qui font partie de cette unité, nous allons être un outil qui va servir, je dirais, l'enquêteur principal pour le recueil de la parole de l'enfant. Et vous remarquerez tous la difficulté, la complexité, eh bien, de recevoir cette parole et surtout d'aller la chercher à un moment où l'enfant n'a pas forcément décidé, lui, de parler. D'où un accueil, je dirais, pluridisciplinaire, où on va travailler régulièrement avec un psychologue qui va également nous accompagner dans nos pratiques professionnelles. Mais au-delà de ça, c'est passionnant parce que vous êtes au service de l'enfant ou de l'adolescent que vous recevez pour recevoir sa parole. Alors justement, on va voir, on a pu tourner avec vous dans cette unité à Évreux, on a pu suivre comment vous recueillez la parole. À l'occasion, c'était 2 fillettes. Vous essayez de savoir si le papa a abusé d'elle ou en tout cas s'il y a eu maltraitance au sein du foyer. C'est un reportage d'Emmanuel Lagarde et Fabienne Blévis qui a été diffusé dans le 19h. On va discuter toutes les deux et après, on va dessiner le... Derrière une vitre sans teint, la psychologue assiste à l'entretien. Tu sais, mon travail, c'est de parler aux enfants, d'accord? Des choses qui leur sont arrivées. Dimanche, papa, il est venu te chercher chez maman. Tu lui as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, la soirée, elle est partie. Après plusieurs questions sans résultat, l'enquêtrice devient plus directe. Tu as dit à papa, dimanche, que il a mis ta nénette dans sa bouche. Et il voulait embêter la nénette de moi. D'accord. Moi, j'ai besoin de savoir tout ça. Explique-moi ce moment-là. J'ai pas envie. T'as pas envie de m'expliquer? Malgré tous les efforts du gendarme, la petite fille n'en dira pas plus. Et moi, je peux pas aller plus. Je peux pas y aller plus. Ce style de révélation, pour moi, ça colle. Ça peut être caractéristique d'une enfant de son âge. Mais au niveau de l'enquête, s'il n'y a pas plus de billes que ça, je comprends que ça va être compliqué. Parce que là, elle en parle. Mais elle en parle une fois que l'enquêtrice lui en a parlé. Retour en salle d'audition. Cette fois, la gendarme rencontre une fillette de 5 ans. Elle aurait subi de mauvais traitements chez elle. Pourquoi la porte, elle était fermée? Pour rien. D'accord. Et comment tu faisais si tu avais envie de faire pipi? Je faisais dans ma chambre. Dans un petit pot? Non. Mais tu faisais où? Par terre. D'accord. L'enfant a parlé librement avec ses mots. C'est un pas important dans l'enquête. Valérie Gall, on vous voit dans ce petit bout de reportage. C'est difficile finalement de faire parler l'enfant sans le suggérer, sans l'orienter. C'est toute la difficulté de ce moment clé pourtant de l'enquête. Oui, c'est d'abord le travail des enquêteurs. C'est à eux d'être formés justement au recueil non suggestif de la parole de l'enfant. C'est une chose qui est compliquée, d'ailleurs même dans d'autres circonstances, même pour un professionnel psychologue, de rester non suggestif par rapport à ce que va pouvoir dire l'enfant. Ça, c'est le travail des enquêteurs. Un enfant, par exemple, en audition, ou un enfant de 4 ans, si vous lui demandez « dis-moi un mot qui est long », il est capable de vous répondre « un train ». Parce que pour lui, dans son esprit, le train est long. Voilà, un enfant peut vous réciter les jours de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il a acquis le repérage temporel nécessaire pour se situer dans la semaine. Et ça, c'est vrai que il faut être un peu spécialiste pour entendre le registre de l'enfant et en déduire aussi ce qu'il veut dire. Chantal Capdeville, vous avez été formée pour ça. Oui. Comment vous accueillez l'enfant? Comment vous le prenez en charge? Comment vous lui dites tu es là parce qu'on essaye de comprendre ce qui se passe chez toi? Ou comment on accueille? Qu'est-ce qu'on lui dit de ce qu'on vient chercher chez lui? Alors l'enfant, lorsqu'on le reçoit, ou l'adolescent, lorsque nous le recevons, il sait qu'il doit aller parler à un gendarme. Donc quelque part inconsciemment, il est préparé.
à la parole. Il doit avoir peur, non, des fois, parce que parler à un gendarme, non, un gendarme, ça protège. D'accord. Et donc il y a cette symbolique. Vous venez parler dans une gendarmerie. Un gendarme protège. Vous avez la symbolique qui marche. Vraiment, je vous l'assure. Et l'audition, on va la séparer en 3. Il y a 3 étapes primordiales. La première, ça va être la mise en confiance. Là où la rencontre va se faire entre le gendarme et le mineur que vous allez recevoir. Et vous allez ne pas parler des faits. Et on va parler de tout et de rien. Et vous allez effectivement, à ce moment-là, comprendre sa gestuelle, son vocabulaire, son adaptation, sa compréhension. Et à partir de là, vous allez avoir divers éléments de compréhension dans sa globalité. Ensuite, vous avez la deuxième étape de l'entretien en lui-même. Alors, vous prenez un entonnoir. Au départ, c'est le récit libre. Donc, le mineur vous dit. Et après, petit il dit ou il dessine, d'ailleurs, quand ce sont des petits, c'est aussi, ça peut être ça le dessin. dépend. On s'adapte. Si la verbalisation n'arrive pas, il peut y avoir son doudou, où il va montrer sur son doudou. Il va y avoir des dessins assez particuliers des fois. On s'adapte. L'objectif, c'est à l'adulte de s'adapter. Et donc, ce système de l'entonnoir, du moment où le récit, le mineur va avoir fini, a le sentiment de dire « Chantal, voilà, c'est bon, là, j'ai fini », il vous appartient désormais de l'amener petit, à aller dans les détails, dans la précision. Alors effectivement, dans le temps, certains enfants vont pas se repérer, auquel cas vous allez vous accrocher aux saisons. Il faisait froid, il faisait chaud, tu étais en short, tu étais en pantalon. Et donc vous avancez petit, mais certainement pas avec des questions hyper directives, surtout pas. Donc ce sont des moyens où vous arrivez. Contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'on est quand même en tenue lorsque nous faisons l'audition, on arrive à recueillir cette parole. La troisième étape, ça va être l'étape de la reformulation, où vous allez dire à l'enfant, alors si j'ai bien compris, tu m'as dit, et là vous allez réciter, ou pas, ou des fois, vous allez peut-être des fois mettre des éléments de langage différents. Et l'enfant souvent vous dit, mais non Chantal, je t'ai pas dit ça. Et donc voilà, et ça vous c'est la conforte. résistance, c'est quand il n'a pas voulu dire ou qu'il ne veut plus dire ce qu'il a peut-être suggéré. Ou c'est moi qui ai mal compris, Chantal, je t'ai pas dit ça. Donc et tu vous as pas bien sentez parfois compris. une mise en place comme ça du système dont je parlais tout à l'heure, de protection des parents. Parce qu'un enfant peut ne pas parler, vous l'avez très bien évoqué, pour diverses raisons. Le principe de loyauté. Ce que disait Thierry, mon papa en même temps, il est formidable, je l'aime, c'est mon principe papa. de loyauté, la peur, la notion de secret. Tu ne parleras pas. On lui a dit, c'est un secret entre toi et C'est moi. un secret, voilà. Et vous devez arriver simplement en posant tout. Par contre, on verbalise tout, on dit tout. Est-ce que tu connais la notion de secret? Est-ce que quelqu'un, éventuellement, t'a précisé? Est-ce que... Chut. Et voilà. Et ça, petit, vous amenez. Et donc, dans cette reformulation, eh bien, le mineur qui peut avoir oublié, non pas dans un côté négatif, mais parce que c'est trop pour lui. C'est encombrant, c'est impossible de vivre avec. C'est compliqué. Eh bien, va vous dire de nouvelles choses. Et il vous appartient à ce moment de rebondir. Est-ce qu'à l'issue d'une audition comme ça, vous pouvez dire, cet enfant, il ne faut vraiment pas qu'il retourne dans sa famille, parce que là, j'ai senti qu'il y a vraiment une urgence vitale. Oui, ça arrive. Ça arrive. Fréquemment. Oui. Fréquemment. Oui. Donc c'est vraiment un moment clé, c'est là que se joue. Et c'est là où vous voyez concrètement la complémentarité, parce qu'il nous appartient. Avec l'enquêteur, souvent il y a le travailleur social, vous allez avoir l'administrateur ad hoc, et là on va discuter tous ensemble, le psychologue, et on va discuter tous ensemble et de se dire non mais là il y a une urgence à gérer. On appelle directement le parquet mineur, le substitut le procureur de la République, et là en concertation, où chacun va avoir un élément de réponse par rapport à une situation, eh bien l'urgence va pouvoir être gérée. On revient au départ, c'est travailler ensemble, collectivement, chacun avec sa compétence et ne laisser à personne l'unique décision. Mais des unités comme ça, pardon Adrien Taquet, des unités comme ça, il en existe je crois une 60aine en France. On n'est pas au nombre de départements. Est-ce que vous allez généraliser, augmenter le nombre de ces unités où les gendarmes, les psychologues, les travailleurs sociaux travaillent ensemble? On voit bien que c'est le nœud de tout ça. Non mais quand on a vu, quand on connaît, quand on a assisté à une audition d'un mineur dans le cadre de ces unités d'accueil pédiatrique, enfance en danger, on n'envisage pas comment cela pourrait se passer autrement. Oui, et mais comment pourtant ça n'existe pas partout. Absolument. Et il faut saluer à cet égard les associations, car c'est elles, la Voix de l'enfant, l'Enfant bleu, c'est elles qui ont été moteurs là-dessus. Et il y en a effectivement une 60aine. Alors ce que nous avons décidé avec Nicole Belloubet, ministre de la Justice, c'est d'une part de pérenniser
les structures existantes. Donc Il y a un moment, il faut que l'État aussi, soit aux côtés des associations, assure ses responsabilités, et que d'ici à 2021-22, ça soit généralisé dans l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il y en ait au minimum une par département. C'est fondamental. Il faut que les enfants, on puisse recueillir leurs paroles dans un environnement protégé. Quand vous avez un enfant de 4 ans qui est victime de violences sexuelles de par un membre de sa famille, je veux dire, ça ne peut pas se faire dans des conditions comme les autres. Il faut effectivement qu'il y ait des professionnels formés. Il y a une méthode canadienne, la méthode Nietzsche, qui permet ça, qui permet de ne pas avoir un entretien qui soit biaisé, parce que aussi la spécificité de ces unités, c'est que tout est filmé et que ça fait preuve. Ça fait preuve. Devant la justice, pour la justice. Ça fait preuve. C'est projeté. Le discours est projeté au procès. Pendant la cour d'assises ou en correctionnel. Et donc, il faut bien que ça respecte les règles de l'art, en quelque sorte. Ces auditions, peut-être trop peu, mais en tout cas, ça fait preuve. Et donc, ça évite aussi quelque chose. Ça évite un enfant qui ne passe pas par ce mécanisme-là va, au cours d'une procédure, répéter plusieurs fois sa 6 réalité. à 7 fois. Alors, on sait très bien que redire, c'est revivre. Oui. Alors que là, ça permet de le dire une fois pour toutes. Tous les enfants n'arrivent pas à l'audition. Je crois que le problème, il est en amont. C'est d'abord comment la crypte évalue. Parce qu'il y a des cryptes qui sont très le 119, c'est ça, ce premier degré d'évaluation. Il y a des cryptes qui sont très perfectionnés. Mais il y en a malheureusement où il n'y a qu'une personne. Parce qu'il y a le fax, il est dans le couloir, ça tombe par terre le papier. Excusez-moi, c'est la vérité. Vous avez totalement raison. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. Il y a un vrai travail qui se fait aujourd'hui et un véritable engagement avec les départements. Ce matin, le ministre était à l'Assemblée générale du JPED qui réunit l'État, les départements et les associations. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté des départements de donner les moyens au CRIP et avec des professionnels formés. On peut redire ce qu'est le CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est là où les signalements arrivent. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est les départements qui gèrent les enfants d'aide sociale à l'enfance. D'où le référentiel national de la Haute Autorité de Santé que j'évoquais tout à l'heure et le soutien de l'État aux CRIP qui sont en difficulté, parce que vous avez raison, il y en a qui sont en difficulté, notamment pour évaluer la situation dans le délai légal des 3 mois. Donc celles-là, on va les cibler, on va apporter des moyens financiers, on va aider pour que toutes les CRIP soient au niveau et qu'on puisse mieux repérer. Oui, mais l'évaluation, c'est l'évaluation. Ce que vous soulignez, je crois que c'est important, et ce que souligne Adrien Taquet, et en même temps, cette loi de mars, du 14 mars 2016, elle est claire. L'article 1, c'est « Nous devons partir des besoins fondamentaux de l'enfant ». Mais ça demande aussi une évolution des mentalités. Et là, ça demande que dans tous les centres de formation initiale, dans tous les centres de formation continue, on replace l'enfant. Alors justement, Martine Brousse, vous faites des formations vous-même au sein de l'association. Est-ce que aujourd'hui, à tous les stades, que ce soit les instituteurs, que ce soit les médecins, la médecine générale, pédiatrie, est-ce que chaque adulte, chaque professionnel qui a affaire à l'enfant dans les crèches, est-ce qu'on est suffisamment formé en France pour alerter et pour faire bouger les choses et faire avancer? Non, et je crois que c'est tout le travail à venir dans les semaines et mois à venir avec le secrétariat d'État, avec l'éducation nationale, Monsieur Blanquer, avec tous les acteurs de la petite enfance, de la petite enfance. Il va falloir véritablement qu'il y ait un pot commun de formation. C'est aussi demandé dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, qu'il y ait vraiment ce pôle commun dans la formation. Et il y a une chose, et ça c'est notamment Valérie qui nous l'a fait ancrer à la voix de l'enfant, il faut que tout professionnel soit formé au développement psychologique et physique de l'enfant. Sinon, on passe à côté. Même Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parce qu'il y a maltraitance, on peut ne pas se développer psychologiquement ou physiquement? Oui, et c'est être capable de pouvoir entendre l'enfant en fonction de son niveau de développement. C'est ce qui se passe aussi dans les salles d'audition. Et je pense qu'il faut aussi responsabiliser les médecins qui devraient avoir l'obligation de signaler. Ça devrait être un décret d'application immédiat. Il n'y a pas déjà une obligation de signaler pour les enfants? Non. Adrien Taquet, dites-nous la loi. Non, mais c'est un point très important que vous évoquez. Sur les enfants, il y a une obligation. Donc il y a une obligation, il faut le redire, on le redit là, une obligation pour les médecins face à des suspicions de maltraitance de signaler. Bon. Mais est-ce que le médecin traitant, est-ce qu'il est en état, je veux dire, de pouvoir? C'est lui qui voit le mieux l'enfant. Vous avez tout à fait raison. Les enfants, les médecins voient l'ensemble de nos enfants, ils les voient, on le voit très bien sur cette image, ils les voient d'ailleurs dénudés. Parfois, c'est aussi le médecin de famille. Ce qu'on constate, c'est que dans toutes les informations préoccupantes qui sont transmises,
les médecins ne sont à la source que de 5 à 6% des informations préoccupantes. Alors même que, je viens de le dire, ils voient l'ensemble de nos enfants. C'est que donc il y a un problème. Et moi, je pense, l'idée n'est pas de stigmatiser, pointer du doigt qui que ce soit, mais ce que je constate, c'est que les médecins, probablement, constatent et pourraient donc signaler davantage de situations. Je pense qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont dans une forme d'isolement face à des situations auxquelles ils sont confrontés. Vous dire, ils sont démunis face à une famille qu'ils connaissent, dans un village, c'est compliqué. Peut être une forme de déni, effectivement, face à une famille dont ils sont le médecin traitant depuis des générations. Ils peuvent avoir peur d'être poursuivis. Vous savez, je pense que la maltraitance sur les enfants, faut appréhender ça comme une maladie grave. Un médecin généraliste, si un jour, dans les analyses d'un enfant, il voit qu'il y a un problème sur les globules blancs et que donc cet enfant est susceptible d'avoir un cancer, c'est pas lui, le médecin généraliste, qui va d'une part gérer l'annonce, la prise en charge, le suivi, qui va dire comment se passent les chimios. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger et il va diriger l'enfant et la famille vers des personnes qui sont spécialisées. Bon, c'est ce que nous allons mettre en place. Dans le plan de lutte contre les violences précédent qui avait été élaboré par Laurence Rossignol, merci, était prévu la désignation d'un référent violences faites aux enfants dans chacun des hôpitaux. Cette mesure n'a pas été mise en œuvre. Et nous l'avons un peu repensé. Nous allons créer dans chaque territoire des équipes pédiatriques de référence qui doivent notamment servir de ressources pour les médecins. Dans quel délai? Ça sera au premier semestre. Donc je suis médecin généraliste, j'ai un doute, j'ai un référent à qui je peux en parler, qui va me dire comment faire. Mais plus qu'en parler, vous pourrez effectivement en parler et vous pourrez aussi réorienter la famille, l'enfant et la famille vers cette personne-là qui sait comment aborder ces sujets. Vous savez, en Loire-Atlantique, où il y a une unité d'accueil enfants en danger, mais où cette philosophie un peu de médecin référent sur le territoire opère depuis le début des années 2000, sur ce territoire-là, c'est 17%, les médecins sont à l'origine de 17% des informations préoccupantes, versus 5 au niveau national. C'est que donc cette logique-là fonctionne, il faut que nous la généralisions très rapidement. Martine Brousse, en fait, ce qu'on constate au cours de ce débat, c'est qu'il y a plein de bonnes volontés, il y a des associations qui bougent les choses, les gendarmes qui travaillent avec des psychologues, etc., mais que finalement, il n'y a pas d'unité dans cet accompagnement, il n'y a pas d'unité au niveau du territoire. C'est ce qui manque aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui fait que aujourd'hui, il y a une volonté déterminée de pratiquement l'ensemble des professionnels, de l'ensemble des institutions, parce que c'est vrai, c'est pas parce que le secrétaire d'État est là, mais il y a eu une démarche un peu particulière d'Adrien Taquet, qui était d'abord l'interministériel. Et la transversalité, c'est ce qu'on a dit. Transversalité. Et c'est ce que nous battons depuis des années. Ça fait 20 ans que les premières unités d'accueil ont été ouvertes. Et on n'arrivait pas justement dans les unités. Oui, il y a cette transversalité, le mieux possible en tous les cas, mais au niveau national, on n'y arrivait pas. Et là, on sent, et comme l'a rappelé Adrien Taquet, Madame Belloubet est interpellée, Madame Schiappa, le ministre de l'Éducation nationale, mais il n'en reste pas moins. Il ne reste pas moins qu'il faut que l'on sorte l'enfant du silence. Parce que, regardez toutes ces dernières semaines, on nous annonce tous les 2 jours qu'une femme a été violentée, qu'une femme est décédée. Et pourtant, il y a comme vous l'avez rappelé dès le début de l'émission, 1 à 2 enfants qui meurent par semaine. Pourquoi n'avons-nous pas cette même prise de conscience et ce même rappel? Si on martèle, c'est pas traité de la même façon médiatiquement déjà. Oui, mais Adrien Taquet, pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une prise de conscience sur les féminicides tardifs, mais qu'il y a une prise de conscience de la société? Pourquoi ce décalage? Parce que c'est si insupportable finalement de se dire que des enfants sont maltraités. Moi, ça me taraude depuis ma prise de fonction. Et je pense que on doit se la poser collectivement, cette question. Parce que oui, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours, c'est probablement même 2 par semaine. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a 20 000 plaintes, 25 000 même plaintes pour violences sexuelles déposées en France sur mineurs chaque année. Ça veut dire qu'il y a 100 à 150 000 enfants chaque année en France victimes de violences sexuelles. On estime que 6% de la population a été victime d'inceste. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit de notre société si elle ne veut pas voir ça? Je pense qu'on est dans une forme de déni individuel. Je pense que ça renvoie à probablement ce qu'on a de plus abject en nous-mêmes. Je pense que peut-être, parce que ça concerne dans 80% des cas la cellule familiale ou familiale élargie, peut-être que ça sape un des fondements de notre société qui est la famille. Dans le film, on voit la phrase, à mon avis, cruciale de ce film, avec tout ce qu'il a de terrible, c'est la voisine. C'est la voisine. Et ça ne me regarde pas. C'est exactement ce qu'on disait au début du livre de Martine Brousse. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe chez les voisins. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop s'abriter derrière les chiffres. Comme si on s'abritait devant 5 arbres qui cachent la forêt. Et de rappeler que violence faite aux femmes
et violences faites aux enfants, eh bien, quand une femme est battue, quand une femme est violentée, souvent, juste à côté, il y a les enfants. 80% des cas. Il y a les enfants. Faut pas dissocier tout ça. C'est tout ce travail qui va nous pour remettre les choses bien terre à terre, qui nous reste à faire. Je voudrais quand même qu'on termine par une note, faire un tour de table sur une note positive. En même temps, vous êtes reconstruit, un adulte qui a eu peur, qui a encore des peurs, une certaine fragilité, mais une joie de vivre. Oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens sur ma route que j'appelle mes anges. J'ai travaillé. Il faut beaucoup de courage pour arriver à la résilience. J'ai essayé d'évacuer ce que je vis, le malheur pour faire place au bonheur, c'est-à-dire ne pas rester dans l'amertume, ne pas rester dans la rancœur, parce que ça vous dévore. Voilà. Mais n'oubliez pas, et là je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui passent par ce chemin difficile, que un enfant maltraité, ça vous fait un adulte bancal, brisé. On peut y arriver. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Il y a du soleil au-dessus des nuages. C'est ce qu'on s'était dit avec Adrien. Il faut pas l'oublier. On peut s'en sortir. C'est pas facile. C'est dur. Mais voilà. Mais il faut s'accrocher. Ouais. Pareil pour Karine, elle a 22 ans. Alors, tout le monde dit elle va bien. Moi, je dis non, elle va pas si bien que ça, parce que je pense que quand on a été maltraité ou abusé, et j'en fais partie, la résilience pour moi c'est quelque chose dont ce mot me gêne beaucoup, parce qu'aujourd'hui j'ai encore la phobie des transports, je supporte pas qu'on me touche, c'est compliqué quand je dois aller me faire opérer. C'est là, ça restera là. C'est comme une cicatrice que vous portez toute la vie, et faut faire avec. On apprend à faire avec, mais c'est compliqué. Je veux bien mettre beaucoup je vois bien que vous avez beaucoup de volonté. On n'a pas parlé de moyens, c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Je pense qu'on a deux choses qui sont sinistrées aujourd'hui, c'est la justice et c'est pas de votre fait. Et je pense que la protection de l'enfance doit vraiment être repensée, parce qu'il y a tous les enfants qui sont pas placés, qui devraient l'être, mais il y a des enfants qui sont placés un peu trop hâtivement, avec qui on aurait pu travailler avec la famille, que ça aurait coûté sans doute moins cher et on n'aurait pas brisé des vies. Je pense qu'on travaille pas assez en amont avec les familles. Pour moi, c'est important. Bien sûr, il faut avoir de l'espoir et que les choses bougent. Mais je reste relative. Mais là, ce soir, l'objectif, c'était aussi de dire que c'est notre affaire à tous. Et que ça nous concerne tous. Et que le 119, c'est vraiment le numéro. Le livre a suscité aussi, parce que j'ai beaucoup d'appels de demande d'aide, 10 à 15 par semaine. C'est énorme, ça veut dire que les gens commencent à parler. Mais il faut encore qu'ils soient capables d'être entendus. Et c'est là la difficulté. Parce que le temps de l'enfant, c'est pas le temps de l'adulte. Ouais. Libérer la parole et aider ces enfants à se reconstruire pour être des adultes moins bancals. C'est ce que vous faites, vous, avec les chevaux. Je voulais terminer par cette petite note qui est très concrète, mais qui dit beaucoup de choses. C'est ce qu'on souhaitait mettre en avant. C'est également la gendarmerie. Alors, c'est pas forcément médiatisé, mais il y a de belles, merci. Il y a de belles initiatives locales, donc gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Nous avons décidé, on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants ayant connu des turbulences familiales conséquentes ou moins conséquentes. Et on s'est dit, on va travailler avec 5 mineurs, âgés de 8 à 11 ans, placés pour certains en maison d'enfants à Cabestany, pour d'autres avec un suivi à domicile. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour qu'ils se réapproprient la notion de bientraitance envers soi et envers les autres. Et donc, à partir de l'animal, on a développé tout un projet d'équithérapie, le soin pour eux, le soin pour d'autres animaux, mais aussi le lien intergénérationnel avec les anciens combattants, où on a mis face des mineurs avec des anciens, si je peux m'autoriser, où ils devaient dire, j'ai été victime, voire auteur de violences différentes et des tiennes, mais je me suis reconstruit, de quelle manière je me suis construit. Et finalement, retrouver la bienveillance vis-à-vis de soi-même, et ça, je pense que c'est important. Thierry, bien sûr, d'être bienveillant. Dernier mot pour vous. Et puis se rappeler que, puisqu'on parle souvent de la répétition, c'est pas une fatalité. Moi, je suis un papa de 3 enfants. Je pense très heureux et je n'ai jamais levé la main sur eux. Et voilà.
Merci beaucoup Thierry, merci à vous d'avoir été les invités de cette émission après cette magnifique fiction. C'est une émission qu'on a élaborée en partenariat avec Le Parisien. Puis cette soirée spéciale se poursuit sur France 3 avec dans un instant le documentaire Les enfants maudits réalisé par Cyril Danvers. Vous allez découvrir le sort d'enfants emprisonnés au siècle dernier dans les geôles de la Petite Roquette, un pénitencier en plein cœur de Paris, avec des lettres écrites par ces enfants au début des années 1900 et miraculeusement, retrouvez. Excellente soirée à vous. Je le répète, le 119, si vous avez le moindre doute, des professionnels pourront vous entendre. Merci à tous. Bonne soirée sur France 3.